remercier Delphine Martelly-Banegas, qui est directrice du département corporate de Toluna, pour vous restituer ces éléments. Alors moi, j'étais convaincu, Delphine, le micro est là, que les médecins, avant le baromètre, en moyenne, utilisaient autour de 20% quand je faisais un petit sondage. C'était ce que j'avais, voilà. En termes d'usage dans l'IA, je crois que tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Et deuxième point, quand j'interrogeais du monde autour de toi, tout le monde était super convaincu qu'au contraire, les patients utilisaient à fond l'IA en santé. Voilà. Eh bien, je crois que je me suis trompé. Merci à Delphine Martelly-Banegas, à Benjamin Huet, Thomas Burtin, Jonas Almeida, qui font partie de l'équipe qui a contribué à rassembler cet immense travail. Tu as besoin d'un outil pour pouvoir... J'ai besoin d'une zapette. Voilà, je te la rends. Merci. Allez, prends-en soin. Je la rendrai. Bonjour à tous. Je suis très très heureuse de pouvoir vous présenter les résultats de cette première édition d'IA et Santé, Data IA en santé. Très heureuse parce que Vincent et David me l'ont rappelé tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail vraiment collectif, vraiment en collaboration. Et là aussi, moi aussi, je vais remercier tous les partenaires et le comité scientifique parce que Stéphanie l'a rappelé à l'instant, on est quand même plus intelligent quand on est ensemble. Et vous allez le voir, je pense que David l'a dit tout à l'heure, on a réussi à mesurer, à fournir des datas qui vont sans doute éclairer, je l'espère, en tout cas la deuxième partie de cette matinée et les tables rondes. Très heureuse aussi parce que c'est un sujet dont, dans mon métier, les études, les sondages, on parle tout le temps. On a des hypothèses, on a des intuitions, on entend beaucoup de choses sur les usages de l'IA dans différents milieux professionnels, mais on manquait de cette photo. On n'avait pas de photo, on n'avait pas de chiffres objectivés sur finalement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la santé quand on parle de l'IA. Alors, David l'a dit, je ne vais pas présenter les 100 pages de rapport, je vais vous présenter les principaux enseignements, bien sûr. Gardez en mémoire quand même qu'on a fait cet effort de travailler en ce qu'on appelle en miroir, c'est-à-dire en interrogeant à la fois les professionnels de santé, mais aussi les patients, toujours dans cet objectif d'être ensemble et de travailler aussi sur la relation que va modifier évidemment la pratique de l'IA dans le domaine de la santé. Et on va commencer, pour aller directement au résultat, par ce premier résultat. David, tu n'as pas voulu divulgacher, comme on dit aujourd'hui, ce premier résultat. Mais je dois vous avouer, quand on a travaillé avec Benjamin, Thomas et Jonas sur ces résultats, on a des surprises dans notre métier quand même. Celle-là, ça fait partie des grosses surprises de notre métier, puisque vous le voyez, 90% des professionnels de santé déclarent utiliser des outils d'IA dans leur pratique. De mémoire de sondeur, et ma mémoire commence à être longue, on n'avait pas vu ça. Dans aucun moment d'arrivée de nouvelles technologies, alors on peut penser à la téléphonie au départ, puis Internet, puis les réseaux, jamais on a atteint un niveau de pratique déclarée aussi élevé dans un temps aussi court. Rappelons-nous que l'histoire est quand même très 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 courte. Je m'arrête une seconde là-dessus, 90% c'est un chiffre évidemment énorme. Mais surtout, et c'est pour ça qu'on parle d'adoption et non pas seulement d'usage, puisque vous le voyez, parmi ces 90% qui déclarent utiliser l'IA dans leur pratique, 32%, un tiers, nous disent qu'ils le font quotidiennement. Donc c'est pas un usage de temps en temps, quand on a un peu le temps ou quand on a besoin vraiment de s'y intéresser. C'est ancré déjà pour un tiers des professionnels de santé dans la pratique quotidienne. Donc c'est un résultat encore plus remarquable de ce point de vue. Alors, ça s'accompagne de cet autre chiffre que vous voyez ici, un peu plus de la moitié, majorité quand même, déjà, 53%, nous déclarent que l'arrivée de l'IA et de l'IA générative, on va le voir, a modifié leur pratique. Donc c'est pas simplement un usage, encore une fois, de temps en temps pour tester des choses ou commencer à regarder comment tout ça peut être utilisé, c'est déjà quelque chose qui a un impact, qui a un effet sur la pratique quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On l'a vu, on en fait beaucoup déjà, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez ici un récapitulatif, il y a beaucoup d'autres chiffres bien sûr dans le rapport, mais des principales utilisations par les professionnels de santé. La question c'est qu'est-ce que vous en faites pour quels aspects finalement vous utilisez ces outils? Vous le voyez, on a des usages évidemment comme dans tous les milieux professionnels,
d'ordre administratif. C'est le 3e item pour l'organisation, la planification du travail. Plus d'un tiers des professionnels de santé disent utiliser ces outils pour un soutien d'une certaine manière administratif. Mais c'est pas que ça. Regardez le premier item, les citations les plus nombreuses, par plus d'un professionnel sur 2, c'est l'aide au diagnostic ou à la décision. Donc on a un usage médical et pas seulement administratif, déjà, dès aujourd'hui, de l'IA par les professionnels de santé. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent? Parce que c'était une vraie question aussi, on se disait... on nous parle de beaucoup d'IA, notamment générative. Vous le voyez, non seulement ils utilisent l'IA, mais évidemment l'IA générative, et 93% d'entre eux, quasiment, on le voit, la totalité, utilisent au moins un outil d'IA générative avec le grand gagnant, mais ça c'est vrai un peu dans tous les secteurs professionnels, encore aujourd'hui, ChatGPT, puisque ça domine très largement, vous le voyez, la liste des outils d'IA générative. On a Gemini ensuite, Copilot et Mistral et Perplexité, mais à des niveaux beaucoup plus bas. Et vous le voyez, au milieu, 14% seulement pour un outil sécurisé, encadré, mis à disposition dans votre structure. Donc on voit bien un usage massif, avec une adoption très rapide de ces outils, mais des outils qui restent quand même très grand public. Ça a posé un certain nombre de questions, on va y revenir juste après. Je l'ai dit, on a travaillé en miroir, on a interrogé à la fois les professionnels et les patients. Puis on a interrogé un petit peu aussi la pratique de l'IA dans la pratique finalement et dans cette relation professionnelle et patient. Alors on l'a vu, les professionnels nous disent, on l'utilise beaucoup, voire quotidiennement, on a beaucoup d'usages attachés à tout ça, mais si l'usage, on le sait, est très élevé, en revanche, on voit qu'il y a un petit décalage avec l'information aux patients du recours à l'IA quand on est professionnel de santé. Alors c'est une majorité, mais une courte majorité, 55% nous disent informer leurs patients quand ils utilisent l'IA, mais on voit bien aussi, on a quand même encore 45% des professionnels de santé qui déclarent ne pas informer leurs patients de leur usage de l'IA. Et quand ils informent leurs patients, vous le voyez, c'est de manière un peu rapide d'une certaine façon, puisque vous le voyez, 26% nous disent c'est simplement en renvoyant des informations fiables sur un site internet, 16% en relayant des documents préparés par le personnel médical, et finalement, vous voyez, une petite minorité, 19%, déclarent vraiment faire de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer vraiment ce qu'ils font de l'IA à leurs patients, et notamment en insistant sur un point qu'on retrouvera un petit peu plus tard aussi, en donnant aussi des explications qui sont relatives au consentement de l'utilisation, évidemment, des données. Donc, une information qui reste encore limitée par rapport, encore une fois, à la pratique et aux usages qu'on fait de l'IA quand on est professionnel de santé, alors qu'en face, vous le voyez, on a une énorme majorité de patients, 84% très exactement, qui souhaitent être informés. Quand le professionnel utilise l'IA, les patients veulent le savoir dans leur, vous le voyez, immense majorité, et à peu près la même proportion, 80%, souhaitent recevoir des informations claires sur les bénéfices et sur les risques, on y reviendra aussi, liés à l'utilisation de l'IA par la professionnelle de santé. Donc là, on a quand même encore un petit gap à combler dans cette relation professionnelle de santé-patient. Vous le disiez, Stéphanie, tout à l'heure, ça va être un travail collectif ensemble. Il manque encore un tout petit peu de liant de ce point de vue-là. Du côté, justement, de nos patients, cette fois-ci, on va s'attacher un petit peu à eux cette fois-ci. Vous vous rappelez, 90% des professionnels de santé qui déclarent utiliser des outils d'IA dans leur pratique. Côté patient, on est sur un chiffre beaucoup plus modéré, puisque moins de la moitié, 45%, déclarent utiliser des outils faisant appel à l'IA pour les questions relatives à la santé. Ce matin, Sabine nous disait que, voilà, depuis longtemps, les médecins voyaient arriver dans leur cabinet ou en consultation des gens qui leur disaient « j'ai consulté Internet ». C'est vrai aussi pour l'IA, vous voyez que c'est pas encore complètement massif, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on voit du côté des professionnels de santé. On a 54%, une petite moitié qui déclarent utiliser des outils d'IA pour des questions relatives à la santé et qui disent eux aussi
évidemment utiliser des outils d'IA générative très grand public, et notamment, on le retrouve ici, ChatGPT, Copilot, etc. Donc on reste sur un usage très très grand public. Si on le ramène à l'ensemble des Français, hein, on est sur un quart donc, qui utilise ChatGPT ou Copilot pour poser des questions sur sa santé. Alors c'est un chiffre que les professionnels surestiment beaucoup. Hein, quand on leur demande si leurs patients utilisent l'IA, 62%, quasiment 2/3, nous disent bah oui, mes patients utilisent l'IA. En réalité, on voit que c'est plutôt un peu moins de la moitié dans la réalité. Donc il y a quand même une surestimation par les professionnels de santé de cet usage de l'IA par leurs patients, en quelque sorte. On va avancer là-dessus. On l'a dit, usage massif. Cet usage, et ce n'est pas toujours le cas quand on parle de sujet d'adoption de nouvelles technologies, en mettant un petit bémol quand même, et on l'a écrit, vous le voyez dans le titre, sans enthousiasme non plus. Hein. On ne se lance pas complètement dans l'IA sans réfléchir, on va le voir quand même aux inconvénients, voire aux risques que ça représente. Et du coup, vous le voyez, on a un petit 13% qui nous dit que c'est une très bonne chose. Hein. Donc on sent qu'il y a quand même encore un travail à faire pour convaincre complètement les professionnels de santé que voilà, c'est une aventure forcément très, très positive. Alors, pourquoi c'est une bonne chose? Finalement, qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les bénéfices du point de vue de nos professionnels de santé de cet usage de l'IA dans leur quotidien? On l'a vu tout à l'heure rapidement, mais il y a deux apports principaux. On le voit tout de suite, hein, ce 56%, c'est d'abord l'efficacité. Et on gagne du temps. On gagne du temps sur beaucoup de choses. On l'a vu sur des tâches administratives, mais de manière générale, on gagne du temps. 40%, c'est le troisième item. 50%, le deuxième item, ça aide aussi à la préparation des comptes rendus, etc. Donc là encore, on a un gain de temps qui est inestimable du point de vue des professionnels de santé. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement de l'efficacité. Et c'est pas seulement du gain de temps administratif d'une certaine manière, c'est aussi, vous le voyez, 40% qui répondent qu'un des apports de l'IA dans la pratique, c'est la meilleure précision et la meilleure sécurité du diagnostic. Donc là encore, on revient à l'usage. L'IA n'est pas seulement une aide administrative, mais une vraie aide dans la pratique de son métier en tant que professionnel de santé. Quand on élargit un petit peu la focale et qu'on leur demande dans quel domaine en santé l'IA serait la plus efficace, on retrouve la réduction des tâches administratives largement suscitée par 70% d'entre eux. Mais vous voyez, il y a des apports aussi déjà assez nettement perçus sur la prévention et le dépistage, 44%, et la recherche médicale, 43%. Ce qui nous amène au résultat suivant, la question était quels sont les bénéficiaires à vos yeux de l'IA aujourd'hui en santé. C'est d'abord les professionnels eux-mêmes et le milieu de la santé, le milieu médical, les professionnels de santé, les acteurs de la recherche, les établissements de soins, le système de santé global et sa performance. Je m'arrête une seconde. Regardez le milieu du graphique. Quand on leur demande quels sont les bénéficiaires, les patients arrivent assez loin dans la hiérarchie des bénéficiaires. Les patients ne sont pas encore tout à fait tout là-haut dans la hiérarchie, dans le top des bénéficiaires. C'est seulement pour 45% des professionnels que les patients sont des bénéficiaires des usages de l'IA en santé. Donc je parlais tout à l'heure de décalage entre usage et information aux patients. On voit encore que le patient n'est pas complètement présent dans la vision qu'on peut avoir de l'IA aujourd'hui quand on est professionnel de santé. Je l'ai dit, usage élevé, perception très positive de l'IA, et ce qui est encore plus surprenant, et là je vais faire référence à, peut-être certains d'entre vous l'ont encore en tête, l'autre baromètre de l'Axel, le baromètre de la confiance numérique. Jusqu'à l'année dernière, quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont confiance, aux Français, est-ce qu'ils ont confiance dans Internet, de manière large, on est sur des taux de confiance de 44-45%.
D'accord? Regardez aujourd'hui, alors que c'est allé beaucoup plus vite, hein, on a déjà 58% des Français, donc on est déjà à 14 ou 15 points au-dessus de cette confiance dans le numérique qu'on essaie année après année de renforcer. Elle est déjà assez présente aujourd'hui. Hein, près de 6 sur 10 de nos Français interrogés déclarent avoir confiance dans l'usage de l'IA en santé. Et regardez, ce chiffre de 58, il monte même à 69% quand ils savent que cette IA est utilisée par des professionnels. Beaucoup de confiance plus élevée que quand eux-mêmes l'utilisent, et c'est assez logique et cohérent. Donc cette confiance, elle est déjà là, ce qui là encore est une première. On ne voit pas trop d'exemples d'irruption de nouvelles technologies qui a créé aussi vite ce niveau de confiance. Évidemment, cette confiance, elle est partagée par les professionnels de santé eux-mêmes qui vont la nourrir, hein, et qui vont la consolider d'une certaine manière. Là, on est sur des chiffres quand même encore très très élevés, puisque plus de 3/4 des professionnels de santé déclarent avoir confiance dans l'usage de l'IA en santé. Alors c'est un 7% tout à fait confiant, c'est encore un petit peu timide, mais on a quand même ce gros socle très majoritaire de professionnels qui sont en confiance, encore plus, vous le voyez, 84% quand ils l'utilisent eux-mêmes, évidemment, beaucoup moins quand ce sont les patients qui l'utilisent, 26%. Hein. Il y a quand même ce regard avec un peu de conditionnalité, on va dire, à la confiance. Conditionnalité, j'insiste quand même là-dessus. Ce niveau de confiance, il est très élevé, et chez les professionnels et chez les patients. Mais cela n'empêche pas d'avoir quand même ce souhait partagé par les deux, hein, professionnels et patients français de manière générale, d'avoir une supervision humaine, d'avoir un contrôle, un regard humain sur ce qui est fait en matière d'IA santé par un professionnel de santé. C'est un souhait, vous le voyez, de la quasi-totalité des professionnels de santé, 96%, disent tout ça est très bien, j'ai confiance, mais il faut qu'on garde cette supervision humaine, souhait très partagé, vous le voyez, hein, par 80% des Français qui jugent important que les applis de suivi de santé, par exemple, soient testés, validés par les professionnels ou l'autorité de santé. Donc on y va en confiance, mais on veut quand même être assuré que tout ça fait l'objet d'une supervision humaine d'un professionnel de santé, de préférence évidemment. Parce que, je l'ai dit, la confiance est très élevée, mais les risques sont présents à l'esprit. On n'est pas dans une espèce de monde merveilleux où tout serait parfait et sans risque. Les professionnels et les Français ont conscience qu'il y a quand même des risques en matière d'usage d'IA en santé. Et vous le voyez, les risques des deux côtés, hein, professionnels et français, sont partagés autour du premier qui est perçu. C'est les chiffres que vous avez là-haut, hein, 90% quasiment des professionnels de santé et 60% quasiment des patients déclarent que le risque majeur quand même de cet usage de l'IA, c'est les risques liés au traitement des données en santé. Hein. Donc il y a quand même une vigilance accordée à la fois par les professionnels et les Français à tout ce qu'on va faire de ces données de santé. Stéphanie, vous en parliez tout à l'heure. C'est une question qui intéresse, mais qui interroge, très clairement. Il y a d'autres risques, hein. On les voit ici, côté professionnel de santé, partagés pour la plupart par les patients. C'est la difficulté, on revient quand même sur la vérité, la véracité des données, hein, la difficulté à vérifier la fiabilité ou la qualité des résultats fournis par l'IA, qu'on va retrouver aussi côté patient. La responsabilité floue en cas d'erreur liée à l'IA, hein, où est-ce qu'on met la responsabilité, des dérives éthico-commerciales qui sont aussi présentes du côté des patients. On a un petit peu peur de ce qui pourrait être fait de manière un peu plus sauvage et commerciale de ces données, avec une exploitation un peu biaisée, des discriminations éventuellement, bien évidemment un risque d'erreur médicale, hein, le diagnostic qui serait erroné. Tout ça est très partagé par les deux, professionnels de santé et français, mais là où il y a une spécificité forte, côté patient, je vous amène sur la droite du graphique, et c'est le deuxième item, c'est la perte de lien humain entre le patient et le professionnel. Ce risque est beaucoup plus identifié, beaucoup plus cité par les patients que par les professionnels de santé. Hein. Donc quand on parlait tout à l'heure, j'ai confiance, etc., il faut qu'il y ait la supervision humaine, il y a aussi cette question qui est centrale, hein, vraiment pour les patients, c'est est-ce que je vais garder cette relation humaine avec mon professionnel de santé? Alors l'avenir est très ouvert, hein, et il est quand même très lumineux d'une certaine manière. 90% de nos professionnels de santé déclarent que l'IA, évidemment, sera
incontournable dans les années à venir. C'est assez logique et cohérent avec ce qu'on a vu au tout début. Hein. Ils sont déjà dedans quasiment au quotidien, donc ils ne voient pas d'avenir sans IA. C'est évident, 30% même disent que c'est totalement évident et indispensable. Ceci étant, pour revenir sur les propos de Sabine ce matin, la formation et l'avenir de ce métier, de cette profession, est-ce que l'IA va résoudre tous les problèmes et est-ce que l'IA va rendre attractive, plus attractive la profession? Vous le voyez, là, les réponses sont plus modérées. C'est une majorité, oui, mais seulement, j'allais dire, 57% des professionnels de santé disent que, ben oui, ça va attirer des nouvelles générations, des nouveaux talents vers la profession de manière un petit peu plus timide, on le voit. La question majeure qui a aussi été posée de manière assez claire ce matin, c'est celle de la formation. On le voit, hein, l'usage il est énorme. Ça contraste quand même avec ce qu'on voit ici s'afficher. 90% utilisent. 37%, un peu plus d'un tiers, donc 37% seulement, s'estiment bien formés sur l'utilisation des outils faisant appel à l'IA. Donc il y a un gap énorme entre déjà cette pratique extrêmement développée et ce sentiment d'être formé à ça. Hein, donc on a un peu l'impression d'expérimenter par tout seul. Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'ils nous racontent. Ils disent pour 40%, certes avoir suivi une formation hein, sur les outils faisant appel à l'IA, mais vous le voyez, dans ces 40%, il y en a un quart, 25% qui déclarent être en auto-formation. Hein, donc c'est un peu par soi-même qu'on essaie de s'approprier tout ça. Évidemment, le décalage est énorme entre le niveau de formation ressenti et perçu et le souhait d'être formé à l'avenir. On l'a dit, hein, l'avenir, il n'existera pas sans IA. Donc ce besoin de formation, il est évidemment extrêmement massif. Presque 100% souhaitent être davantage informés. Et vous le voyez, 93% souhaitent être davantage formés. Ce que disait ce matin Sabine est un boulevard d'attente. C'est rare dans les études et les sondages qu'on ait des niveaux d'attente aussi élevés. On est là sur un sujet évidemment qui ouvre sur ce souhait de formation extrêmement élevé. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on le voit, hein, l'IA est incontournable, mais il y a encore des leviers possibles pour un développement peut-être encore plus sécurisant de la part des professionnels de santé et de nos patients pour ce développement futur de l'IA. Le levier numéro 1, selon les professionnels, qui va encore permettre un développement futur de l'IA en santé, c'est un encadrement. 55% plaident pour un cadre réglementaire clair, sécurisant et adapté aux spécificités des liens en santé. Gilles le disait tout à l'heure, on va plutôt sur des modèles peut-être plus métiers. C'est évidemment le souhait des professionnels. On l'a vu, hein, ils ont quand même des outils, pour l'instant, très grand public, qui ne sont pas forcément adaptés à leurs problématiques. Donc on voit bien ici que le souhait est très majoritaire. Ce souhait est premier devant... Vous en parliez tout à l'heure, Stéphanie, ils veulent aussi des outils simples, évidemment, et faciles à utiliser, on s'en doute. Et, troisième levier très important, quasiment 50% des professionnels le citent, c'est la meilleure formation du professionnel de santé et un accompagnement, évidemment, adapté. Ça s'accompagne, ce cadre clair aussi, d'un souhait quand même de disposer de préférence de solutions françaises ou européennes. Là encore, et ça on le mesure dans énormément d'enquêtes aujourd'hui, même si la confiance est là, il y a quand même de grandes questions qui se posent sur des outils développés ailleurs, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et par des grands acteurs comme les GAFAM. Donc tout ce qui peut rassurer d'une certaine manière par son origine française ou européenne, vous le voyez, fonctionne très bien. Hein, 94% souhaitent privilégier des outils d'IA français ou européens. Même chose côté des patients, hein. Ils préfèrent que leurs professionnels de santé utilisent évidemment des outils d'IA français ou européens. On va terminer là-dessus. Je pense que j'ai essayé de ne pas trop déborder, mais je voulais vous présenter quand même les principaux résultats. Il y aura beaucoup d'autres choses. David l'a dit, on a travaillé sur des spécialités différentes, sur des statuts différents, et vous verrez que ces résultats sont assez largement partagé, mais qu'il y a évidemment quelques spécificités selon la spécialité notamment.
Quand je faisais des sondages autour de moi, je demandais à des professeurs en médecine, des médecins, des kinés, des infis, des amis, etc. À ton avis, on est à combien d'usages? On me disait souvent entre 20, 30%. Rarement j'atteignais les 40. Là, on parle de 90%. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, avec l'Axel, on mesure au travers de nombreux baromètres qu'on restitue tous les ans à Bercy, tout ça avec des ministres, depuis des années, le plus ancien 12 ans, le baromètre de la confiance dans le numérique des Français. On n'a jamais vu arriver une technologie avec un niveau d'usage aussi rapide. Jamais. ChatGPT, c'était quelque chose qui a été lancé en 2022. Un mois après son lancement, 1 million d'utilisateurs. On est en 2025 et on parle de 90% d'adoption sur des activités qui ne sont pas... Moi, je pensais beaucoup que ça allait être utilisé pour faire du compte-rendu, voilà, médical. Je vois bien l'usage. Je balance mon compte-rendu audio dans ChatGPT, il me restitue un truc tout propre, comme une secrétaire. Ben non, c'est vraiment sur des activités clés de diagnostic, de suivi médical. Donc là, on est vraiment sur un usage tsunami, je pèse mes mots. C'est pas une mode qu'on a en face de nous, c'est une révolution qu'on va se prendre en pleine figure dans le monde de la santé. Donc voilà, donc moi j'ai jamais vu ça, hein. J'accompagne le secteur depuis des années, 20 ans, 30 ans, 30 ans, dans le monde digital, toutes les transformations, mais j'ai jamais rien vu d'aussi rapide.